Bonjour, vous êtes avec Perle. Nous allons parler de résonance. Savoir d'où l'on vient nous permet-il de savoir où l'on veut aller ? Qu'est-ce qui nous définit ? Que retenons-nous du passé ? Quels événements influencent nos choix ? J'aimerais aborder avec mes invités l'identité comme un voyage pour découvrir ce qui résonne en eux. Radu Mihailăanu, vous êtes né en Roumanie, vous y restez jusqu'à vos 22 ans, puis il faut partir. Il faut fuir un régime dictatorial. La France vous accueille, vous êtes passionné d'art et de théâtre en particulier. Vous apprenez la mise en scène de cinéma. On citera certains de vos films comme Va-vie et devient, Train de vie ou encore Le Concert. Des histoires qui nous marquent, qui nous embarquent, que ce soit par l'inventivité des personnages ou le burlesque des situations. Vous vous dites héritier d'une diversité culturelle, mais aussi d'une unité de pensée. Votre identité est plurielle. Français, roumain, juif, vous êtes un citoyen du monde qui chérit la diversité autant que la singularité. Bonjour Radu. Bonjour, Merci. Perle. Bravo à vos parents. Quel prénom. Merci beaucoup. Pourriez-vous revenir sur cette Roumanie d'après 1945 et sur votre jeunesse ? Waouh, c'est un gros dossier, mais bon, on va essayer de faire court. La Roumanie après 1945, c'est une Roumanie ce qu'on appelle communiste. Donc il y a deux périodes. Une période un peu plus libérale, comme la Roumanie s'était débarrassée de Staline et des Soviétiques. C'était un des seuls pays avec la Yougoslavie, l'ex-Yougoslavie et l'Albanie, qui n'étaient pas sous le joug, si on peut dire, du stalinisme. Et donc il n'y avait pas de troupes soviétiques en Roumanie. Donc ça, c'est une période un peu plus libérale. Même le début de Ceausescu, qui arrive en 1965 au pouvoir et qui est assez décontracté, si je peux dire. Et ça se durcit à partir de 67-68, lors d'un retour de Ceausescu d'un voyage en Chine et en Corée du Nord, où il a appris vraiment ce qu'il faut faire. Donc là, que la vie commence à être un peu plus dure, un peu plus difficile. Donc beaucoup de gens qui vont en prison, d'amis de mes parents, autour de ma famille, etc. Et on grandit un tout petit peu avec la peur, mais en même temps avec la folie de dire, voilà, ce qui nous reste, puisqu'il n'y avait pas grand-chose, même s'il y avait quand même la culture qui circulait sous le manteau, comme on dit, et des films, et surtout de la musique, des livres, etc. Mais ce qui nous restait, c'était l'amour, l'amitié, et dire des conneries en se méfiant quand même qu'il n'y ait pas trop de micros ou qu'il n'y ait pas d'espions qui se faisaient passer pour des amis. Donc voilà, je peux dire une enfance assez heureuse. Je passe beaucoup de ma vie quand même aussi à la campagne, parce que j'étais un peu sauvage, même si j'étais né à Bucarest. Et déjà, à la crèche, je piquais tous les jouets, je me bagarrais beaucoup. En fait, mes parents qui travaillaient beaucoup, mon père était journaliste, ma mère éditrice, se rendent compte que j'avais besoin d'espace, de liberté. Et ils trouvent des paysans, amis d'un ami à eux, qui n'avaient pas d'enfants et qui désiraient s'occuper d'un enfant. Donc, une longue partie de l'année, je passe chez ces paysans à la campagne, qui allaient à l'époque labourer la terre avec un cheval. C'était des vrais paysans. Et là, c'est une partie de mon identité, disons. Je suis quelqu'un, aussi de la campagne. Et j'ai eu la chance aussi de passer cette époque-là pas loin des Gitans qui vivaient à la marge du village. Et les Gitans qu'on retrouve souvent dans mes films. Voilà, grosso modo. Grosso modo. Je sais que votre père a dû changer de nom pendant la guerre. Est-ce qu'il y a eu des tabous dans votre famille ou des silences et à quel moment votre père vous parle de ce changement de nom ? Donc, il ne nous parle pas du tout au début du changement de nom. Même pour tout dire, je ne savais pas qu'on était juif jusqu'à, je crois, vers l'âge de 7 ans, 7-8 ans. Donc, juste une parenthèse. Je rappelle, il a changé de nom, il s'appelait Mordechai Buchman, né dans un shtetl au nord de la Moldavie, à côté de la grande ville de Iassi, où il a eu lieu le seul pogrom pendant la guerre, pogrom auquel mon père et ma mère ont échappé de justesse et ils se sont réfugiés à Bucarest. Ensuite, mon père est déporté dans un camp de travail. Il s'évade du camp de travail et c'est lui-même qui change sur sa carte d'identité, qui troque Mordechai Buchman pour Ion Mihailănu,
qui était un nom et un prénom très, très roumain, 200% roumain. Personne ne pouvait soupçonner par le nom et le prénom qu'il soit juif. Par contre, il travaillait déjà très jeune dans un journal à Bucarest, journal qui était gardé par la police roumaine et la Gestapo. Et il avait peur tous les matins quand il rentrait, quand il allait au boulot, qu'on lui fasse baisser le pantalon et qu'on découvre qu'il est circoncis. Donc voilà la petite histoire. Pour revenir, donc un soir, je me rappelle, avec mon frère, on est convoqué assez officiellement au salon pour qu'on nous délivre un secret. Donc bon, on se dit qu'est-ce que c'est comme secret? Est-ce qu'ils veulent fêter notre anniversaire d'une autre manière? J'en sais rien. Et donc, ils nous annoncent qu'on était juifs. Donc, on ne comprend rien. On dit, ça veut dire quoi qu'on est juif? Donc, on dit, bon, alors on n'est plus roumain. Je dis, si, vous êtes roumain, on est roumain, mais on est aussi juif. Donc, bon, bref, on n'a rien compris. On comprenait juste genre, bon, est-ce que j'ai une plus belle paire de chaussures ou j'en sais rien. Donc, bêtement, je suis allé à l'école le lendemain et j'ai crié partout que j'étais juif, j'ai un truc en plus par rapport à vous. Comme si j'avais un talent supplémentaire, mais je ne comprenais rien de ce que ça voulait dire. Et bon, comme vous avez en partie dit, les faits, disons, 1 ou 2 semaines après, la moitié des copains sont barrés. Donc là, j'ai compris que juif, ce n'était pas si bon que ça. Et au fur et à mesure, j'ai un tout petit peu compris, puisque, pour la faire courte, quand j'ai eu 18 ans au retour de l'armée, comme je voulais déjà être acteur, etc., j'avais une troupe de théâtre clandestine où j'écrivais mes pièces de théâtre et on jouait d'une manière clandestine dans les amphithéâtres des universités. Mais en parallèle, j'étais engagé comme acteur au théâtre Yiddish de Bucarest. Donc là, je peux dire que j'ai un peu plus compris. Bon, le long des années, ma grand-mère, qui était religieuse, vivait chez nous. Donc je voyais les traditions, sans comprendre peut-être aussi profondément ce que ça voulait être juif, même si j'étais un tout petit peu moins ignare, mais je voyais qu'elle mangeait cachère, qu'elle avait son petit coin avec ses assiettes, ses casseroles, son petit coin dans le frigo. Pareil, elle avait sa gazinière, c'était pas la nôtre, voilà. Je voyais que c'était quelque chose d'un peu à part, mais j'imaginais qu'elle était un peu plus juive que nous ou différente, voilà. Je dirais que c'est plutôt à Paris, quand j'ai compris que quelque part, mon identité roumaine, naïvement, était mise entre parenthèses. Je me suis dit, bon, puisque je ne peux plus rentrer en Roumanie, est-ce que je suis toujours roumain? Est-ce que je ne suis plus roumain? Je n'étais pas français, ça, on me le faisait comprendre toute la journée. Donc, je me suis dit, bon, quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever, je suis juif. Donc là, je me suis mis à lire énormément, à me renseigner. Donc, et la littérature, et bien sûr la Torah, le Talmud, sans être religieux du tout. Et là, je pense que j'ai commencé profondément à apprendre mon identité juive et que ça me correspondait. C'est-à-dire, avant, j'avais une attirance, je dirais toujours autour de 18 ans en tant qu'acteur, une attirance vers le bouddhisme et le taoïsme. Mais là, j'ai compris que tout ce qui était écrit me correspondait comme si je l'avais vécu. Toutes les histoires d'Abraham, de Moïse, d'Isaac, tout ça, ça me correspondait. Ça me correspondait aussi la question de l'interprétation. C'est-à-dire que ce n'était pas une religion ou une pensée. Moi, je dirais plutôt une pensée, une philosophie de la vérité absolue, que chacun avait sa place et d'introduire, comme on dit, Dieu t'a donné le livre, à toi d'apporter le souffle. Et le fait que mon souffle ait une importance, ça m'a beaucoup plu. Oui, j'imagine que mon souffle ait une importance. Donc, c'est vrai que vous êtes obligé donc de fuir, non pas la Roumanie, à cause de ce régime dictatorial. Et donc, c'est vrai que ce régime s'attaque vraiment à cette singularité. Mais pour vous, la France, c'est aussi le pays des droits de l'homme, le pays de la culture. Vous n'avez pas peur d'y être accueilli. Vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là quand vous arrivez en France ? En tout cas, je fuis la Roumanie parce que je frôlais un peu la prison. Avec ma troupe de théâtre clandestine, on commençait à nous interroger. J'écrivais des pièces qui se passaient en Angleterre au XVe et XVIe siècle, mais ça se moquait tout le temps d'un roi et d'une reine. Donc tout le public comprenait que le roi et la reine étaient Ceausescu et sa femme. Ils étaient morts de rire. Moi, on m'interrogeait derrière, la police secrète. Moi, je jouais au crétin
en disant « Mais non, je me moque de l'impérialisme et de l'Angleterre du 15e, 16e siècle. Je critique le capitalisme, etc. etc. » Bien sûr qu'ils n'étaient pas dupes. Donc, avec mon père, on s'est dit « Bon, faut que je me casse parce que je finirai mal. » Donc, bon, je ne vous raconte pas toute l'aventure du départ. J'arrive à sortir par Israël, c'est-à-dire j'obtiens une autorisation de voyage 2 semaines pour voir mon grand-père en Israël. Je savais que j'allais jamais rentrer et je voulais arriver en France. Effectivement, pour moi, depuis tout petit, on était éduqués. La France étant le pays de la culture, le pays de droits de l'homme, le pays de tout, de la beauté, voilà, des belles femmes, de la nourriture, de tout. C'était le pays. Il n'y avait aucune concurrence. Et ça aussi dû à mon père qui était très francophone et francophile, qui était ami de Malraux, qui traduisait tous les livres de Malraux, Mauriac, Jules Verne, et qui souvent à Bucarest recevait certains intellectuels français que nous, on regardait comme des extraterrestres, en rêvant un jour de voir la Tour Eiffel, Notre-Dame, Paris, qui semblait une ville de contes de fées. Donc voilà, donc en partant, avec le recul, je me rends compte que c'était dur, que j'étais fou, c'est-à-dire, mais pas une seconde j'ai pensé à ça. De toute façon, je ne quittais qu'entre guillemets que la prison. Bon, il y avait ma famille, mes amis, mais je partais à l'aventure. J'avais pas un rond, je savais pas où j'allais atterrir. J'avais vaguement une promesse, officieuse d'une bourse de l'État français, mais je n'étais pas sûr de l'avoir. Je n'étais pas sûr que ça suffirait. Mais tout était beau, c'est-à-dire j'allais être libre et j'allais vivre dans une ville de contes de fées, la plus belle ville au monde. C'était assez inconscient, je me rends compte avec le recul, parce que je ne savais pas où j'allais habiter, ce que j'allais faire, si j'aurais des copains ou pas. Mais j'avais une telle adrénaline et enthousiasme que je ne pensais pas aux épreuves, disons. Moi, ce que je trouve admirable, c'est que vous n'êtes pas du tout devenu un être sectaire, au contraire. Vous aimez la diversité et la richesse qu'elle apporte. En France, vous n'intégrez pas une école de théâtre, mais une école de mise en scène, de cinéma. Pour vous, il y a un besoin de mettre en scène les histoires, cette envie de raconter les histoires, elle vous vient d'où ? Je sais pas, elle vient, je dirais, d'une manière cliché de l'identité juive. On a toujours raconté des histoires. Ça vient forcément de mes parents, donc un journaliste, écrivain, et il a commis un scénario. Et ma mère éditrice qui nous racontait des histoires tous les soirs avant qu'on s'endorme. Ça vient du fait que depuis tout petit, on nous a amenés au théâtre, au cirque. On a toujours lu des livres. J'ai lu, mon père était abonné à Paris Match, Jour de France, Le Monde et Pif le Chien, que vous ne connaissez pas, qui était l'organe, c'était les BD du Parti communiste à l'époque. Donc, et on avait le droit de les recevoir. Et même, c'était, je crois, une fois par mois, si mon souvenir est bon, ou peut-être par semaine. Et en plus, il y avait un gadget qui arrivait avec la revue. Des trucs qu'on trouve aujourd'hui chez McDonald's, des petits trucs en plastique à monter, etc. Donc, j'étais fou de joie et de lire Pif le Chien. Plus tard, j'ai lu Astérix, Tintin et tous les bandes dessinées françaises. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans. Après, pour dire le cheminement qui est un peu drôle, avec tout le respect que j'ai pour les acteurs. Donc, mon rêve, c'était d'être acteur, comme tous les mondes, pour attirer l'attention, pour faire rigoler. À l'école, la moitié du temps, j'étais dehors parce que je faisais rigoler toute la classe. Mais j'adorais ça, que les gens me regardent. À un moment, je voulais faire la danse. J'ai compris que c'est trop dur. Donc, c'était le rêve d'acteur. Et après, quand j'ai joué au Théâtre Yiddish de Bucarest, j'ai compris, comme les metteurs en scène n'étaient pas brillants, j'ai compris que l'acteur n'a pas suffisamment de pouvoir, que c'est le metteur en scène qui a plus de pouvoir que l'acteur, que c'est lui qui doit dire. Donc, on faisait une mise en scène un peu collective, comme les autres étaient faibles. Et après, en faisant la mise en scène collective, j'ai compris que le metteur en scène n'avait pas non plus suffisamment de pouvoir, puisque ce n'était pas ses histoires à lui. Et que c'était à l'auteur de raconter ses histoires. Donc, un jour, je me suis dit, pour le théâtre, je me suis dit, j'ai qu'à écrire, mettre en scène et jouer si possible. Et au fur et à mesure que j'ai mis en scène, je jouais dans mes spectacles, mais ça m'amusait moins de jouer tout d'un coup. Tout d'un coup, je voulais moins qu'on me regarde, moi. J'étais beaucoup plus content que les gens prennent du plaisir, qu'ils soient heureux de ce que je leur racontais comme histoire et comment les histoires étaient mises en scène. Après, je voulais faire du théâtre et le fait est qu'à Paris, quand je suis arrivé dans les années 80, il n'y avait pas d'école de mise en scène de théâtre.
fallait avoir un cursus d'acteur au conservatoire, si possible. Et après, une fois diplômé comme acteur, on pouvait choisir une option mise en scène. Donc moi, il était hors de question que je sois acteur, pas parce que je voulais plus l'être, parce que je parlais très mal la langue, j'avais un accent à couper au couteau, donc je ne pouvais pas passer du tout le concours au Conservatoire national de Paris. Donc, j'ai passé l'examen à l'IDEC, la FEMIS d'aujourd'hui, sans jamais de ma vie avoir pris une photo auparavant. Donc c'était un coup de bol comme ça. J'ai tout appris après sur le tas, plus tous les films que j'ai eu à voir. Puisqu'en Roumanie, on voyait, même s'il y en avait quelques-uns, comme j'ai dit, sous le manteau, mais j'ai pas vu beaucoup de films occidentaux. Je voyais beaucoup de films russes. Ça, c'était très intéressant. Russes, polonais et tous les pays de l'Est. Mais j'ai eu tout à rattraper. Toute l'histoire de la cinématographie mondiale, surtout de l'Ouest, j'ai dû la rattraper. Et ça, heureusement, avec la carte d'étudiant, de l'idée que j'avais accès gratuit dans tous les cinémas. Parfois, je voyais 3-4 films par jour. Génial. Ah bah oui, non, c'est le rêve. C'est plus aujourd'hui. J'aimerais bien être étudiant aujourd'hui, mais je crois qu'à la FEMIS, ils n'ont plus cette gratuité. Je ne sais pas. Moi, je sais que, en tout cas, à l'université de Toulouse, qui s'appelle l'université Jean Jaurès maintenant, ils ont un partenariat avec la Cinémathèque française qui est à Toulouse, qui est une superbe cinémathèque avec vraiment une programmation très intéressante. Et ils proposent, je crois que c'est à peine 40 € l'année, vous avez un accès illimité à la Cinémathèque. Ah bah je vais déménager à Toulouse. Et comment, quand vous débutez la réalisation, comment vous faites pour choisir vos sujets de films? Comment ça vient à vous? Je sais pas, j'avoue que j'ai pas de recette. Je suis un grand curieux, ça c'est sûr. Je lis beaucoup de choses, je lis les journaux. Parfois il y a des faits divers dans le journal. Par exemple, La Source des femmes, c'est un fait divers que j'ai lu. Et j'adore écouter les autres. J'adore écouter les histoires. Et parfois, ce qui est génial, parce qu'avec un film, je voyage souvent dans le monde entier pour les sorties, les festivals, tout ça. Donc, je rencontre beaucoup de gens, pas forcément du cinéma, dans les festivals ou autres, des spectateurs qui viennent me voir et souvent on finit jusqu'à 4 heures du matin dans un café et ils me racontent leur vie. Et parfois, il y a une histoire de ces vies-là qui, tout d'un coup, par exemple, Va vie et devient, c'est un juif éthiopien que j'ai rencontré à Los Angeles avec mon film Train de vie qui faisait l'ouverture du festival du film juif de Los Angeles. Et ce qui est drôle, en faisant l'ouverture, il y avait un grand dîner après. Je savais qu'il y aurait des grandes personnalités de Los Angeles juives. Bon, il y en a quand même quelques-uns. Donc, je me suis dit, tiens, je vais serrer la main de Spielberg, de tout le monde. Donc, j'attendais le dîner avec impatience. Je suis arrivé le premier au dîner puisque j'avais déjà vu le film. Je ne voyais pas le film. Et au dîner, il n'y avait que moi et un noir. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est le festival du film juif. Tu as vu le film? Non, je n'ai pas vu le film. Et je suis invité. Je dis, ah bon, comment ça se fait? Je suis juif. Je dis, ah ouais, t'es juif américain, comme Sammy Davis Jr., tout ça. Il dit, non, je suis éthiopien. Je dis, éthiopien juif, c'est bizarre, je ne connais pas. Et donc, il a commencé à me raconter son histoire. Il racontait. J'avais la chair de poule. Et tout d'un coup, je me rends compte que tous les invités sont partis. Et que j'ai serré la main de personne. Et que peut-être que des gens étaient venus me dire, Radou, viens voir, je ne sais pas quoi. Et j'étais tellement absorbé que j'ai dit non plus tard. Et qu'il n'y avait plus personne. Entre guillemets, j'avais raté la soirée pour rencontrer tous les stars juifs de Los Angeles. Mais ce mec m'a terriblement bouleversé. On a fini dans un rare bar qui ouvre à Los Angeles après 2 heures du mat'. Et c'est pas son histoire dans Va vie et devient, mais c'est comme ça que je suis arrivé à l'histoire des Juifs éthiopiens que je connaissais pas. Et rentré à Paris, bon, après, je me suis documenté. Et un jour, je me suis dit, puisque moi, je sais pas, puisque tous mes copains à qui j'en parle ne savent pas, ne connaissent pas du tout cette histoire, ma mission, c'est d'être le pont entre eux, entre les Éthiopiens et leur histoire, et le spectateur, donc leur apporter l'histoire. Donc voilà, ça peut tomber de partout. En tout cas, je suis un buvoir donc le prochain film, ça va être sur vous et votre sœur, ça c'est clair. Je suis un buvoir, j'adore tout écouter, tout entendre, et parfois, voilà, c'est quelque chose de chimique, quelque chose se déclenche en moi. Je ne sais pas pourquoi, certainement lié aussi à mon histoire, mais quelque chose se déclenche d'une telle force que je me dis c'est inévitable. Donc je dois le faire. Et après, ça
c'est un lien aussi avec l'actualité, avec ce que je vis. On a tous des antennes avec ce qu'on vit aujourd'hui à travers nos sociétés, le monde, etc., qui nous touche profondément. J'adore l'idée du pont. Vraiment, c'est une idée que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que vos films, ils traitent de sujets souvent quand même difficiles. Vos personnages sont souvent en lutte, soit ils doivent cacher quelque chose, puis après ils revendiquent. Mais c'est vrai que l'humour n'est jamais loin dans vos films. En fait, vous célébrez souvent l'humour. Vos films nous laissent toujours un sentiment positif. Vous dites que c'est la seule arme face à la barbarie. C'est l'arme des Juifs. C'est-à-dire, nous, on a eu souvent là comme arme l'humour, parfois le violon. Mais comme dit Elie Wiesel, le long de l'histoire, pour ne pas devenir fou, vu tout ce qu'on a traversé comme tragédie, c'est l'humour qui nous a souvent sauvés. C'est-à-dire ce petit recul ou cette fracture, disons, à l'intérieur de la tragédie, cette fracture qui laisse passer la lumière, si je peux dire, de cet océan d'obscurité. Donc, et je dirais même, tout en citant à nouveau Elie Wiesel, j'aime beaucoup célébrer la vie à travers et l'humour et à ce que je fais. C'est souvent effectivement des personnages qui commencent le film à genoux et qui, tout le long du film, essaient de se relever et de regagner la lumière. Et mon père disait une phrase très belle, il dit « La vie aime ceux qui aiment la vie ». Et je crois qu'avec mes enfants, mes petits-enfants aujourd'hui, d'ailleurs on a un WhatsApp commun qui s'appelle les kiffeurs, je crois qu'on est des grands kiffeurs de la vie. Et malgré tout, puisqu'on ressent profondément les tragédies autour de nous, mais on se donne, disons comme consigne, de kiffer la life, comme disent les jeunes, de kiffer la vie quoi qu'il arrive et d'essayer d'apporter du bonheur autour de nous. Ah oui, donc surtout, n'oubliez pas de kiffer, les amis. Hein. Bah oui. Et même de fonder avec nous, on est en train de fonder une république qui s'appelle la République du Kiff. Oh, génial. Ouais. Je veux faire partie du club. Ah bah oui, ça sera une dictature, mais où chaque citoyen aura le droit d'être dictateur. Génial, et on sera des petits chevaliers de la lumière. Exactement. Oh, génial, j'adore l'idée. Est-ce que, en tant qu'homme, vous vous sentez responsable ? Est-ce que vous pensez que l'art puisse être un rempart à des idéologies qui ne mènent qu'à la tragédie ? Je sais pas, c'est le grand débat. Est-ce que l'art, la culture servent à quelque chose ? J'aimerais croire que oui, parce que sinon, ça serait terrible que ça soit si inutile tout ce qu'on essaie de faire, pas que moi, mais depuis le début de l'histoire de l'humanité. J'espère qu'on peut apporter une toute petite lumière, un petit éclairage sur la condition humaine, sur des événements pour améliorer. On dit toujours pour ne pas reproduire. Mais parfois on sent que c'est vain, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. C'est-à-dire là, aujourd'hui, je crois qu'on est au fond du trou. Et il y a un proverbe gitan que j'adore qui dit « Lorsque tu es au fond du trou, arrête de creuser ». J'aimerais bien qu'on arrête de creuser, qu'on ressorte maintenant, qu'on reparte dans l'autre sens. Et j'aimerais bien effectivement que la culture éclaire, qu'on ait un petit rôle. Après, j'avoue que je suis désespéré tout en étant un kiffeur, mais parce qu'autour de nous, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'obscurité, de gens qui ne comprennent même plus. Et je suis à deux doigts d'écrire, comme je milite dans certaines choses un peu de politique culturelle, d'écrire enfin quelque chose pour dire à quoi ça sert la culture. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, on nous le nie. On nie l'utilité de la culture, on essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. On pense que la culture doit être uniquement rentable au niveau matériel. On essaie d'expliquer ça depuis Ceausescu quand même. Et je me retrouve en France, le pays des Lumières, à devoir l'expliquer à beaucoup de gens, des responsables politiques, que la lumière, le rôle de la lumière, ce n'est pas qu'une rentabilité matérielle, c'est une rentabilité éducationnelle, humanitaire, etc., etc., que j'espère que ça crée des meilleurs citoyens, des meilleurs êtres humains, à travers la culture, à travers ces ponts qu'on essaie d'ériger entre l'un et l'autre, et que l'autre est très, très important dans le pont. Sans l'autre, le pont s'écroule. Et on tombe tous dans la rivière, au milieu du gué, et on se noie. Donc, voilà. Donc, c'est
c'est à la fois désespérant, mais à la fois, je ne cesserai jamais, heureusement, il y en a plein qui ne cesseront jamais, d'essayer d'apporter un peu de lumière, un peu d'humour, un peu d'amour, un peu d'émotion, même si certains trouvent aussi l'émotion vulgaire, etc., etc. Mais on se battra, on ne cessera pas aussi parce qu'on ne sait pas faire autrement. Parce que voilà, c'est ma façon de respirer, c'est ma façon d'exister et encore une fois de kiffer la vie. Donc, si vous n'avez pas vu les films de Radu, je vous recommande vraiment, foncez les voir. De les voir avant demain matin. Exactement. Bah ouais. Pourquoi dormir? Bah oui, attends, il y en a qui se tapent des séries idiotes, 5 saisons le week-end et ils peuvent pas voir quelques films de Radu. Non, mais je comprends pas. Oh, si, il faut les voir. C'est un plaisir à chaque fois de les voir et de les revoir. Je tenais vraiment à vous remercier d'être venu. Je vous remercie aussi pour vos œuvres et pour nous encourager à voir toujours le monde avec un prisme lumineux. Merci beaucoup, Radu, d'être venu. Merci à vous.